Ce cône en or, vieux de 3000 ans, détiendrait-il les secrets du cosmos? Il serait capable de prédire l'avenir et de communiquer avec des forces surnaturelles. Cet étrange cube a-t-il été créé pour assurer la victoire d'Hitler? Il est écrit sur une note manuscrite, saisie en Allemagne sur le réacteur nucléaire qu'Hitler a tenté de construire. Et cette étrange horloge pourrait-elle changer le monde? C'était un ouvrage de pur génie mécanique. Tous ces objets sont aussi curieux que remarquables. Ils sont cachés dans des musées, des laboratoires ou des réserves. Mais aujourd'hui, de nouvelles techniques permettent de les étudier de manière totalement inédite. Désormais, nous pouvons les reconstruire, les démonter, les examiner et mettre au jour leurs caractéristiques les plus extraordinaires, les plus anciennes et les plus étranges. Dans la vitrine d'un musée berlinois se trouve un étrange cône en or. Il s'agit d'une relique vieille de 3000 ans, qui renfermerait le savoir secret d'une civilisation de l'âge du bronze. Un moyen de prédire l'avenir. Si les théories avancées s'avèrent exactes, ce serait une révélation. Nous allons faire la lumière sur cet étonnant objet. Cet objet est tout simplement splendide. D'une longueur de 70 cm, ce cône en alliage or est recouvert de motifs mystérieux. On dénombre 21 bandes horizontales et près de 2000 symboles. Selon les experts, il ne s'agit pas de simples décorations, mais d'un code astronomique très sophistiqué que certains d'entre eux pensent avoir déchiffré. Cette relique est remarquable. Elle est magnifique et a été fabriquée avec minutie. Quand on pense qu'elle date de l'âge du bronze, c'est tout simplement bluffant. D'où vient ce cône? Que signifient ces mystérieux symboles? De quoi s'agit-il précisément? Le musée d'histoire et de préhistoire de Berlin a fait l'acquisition de ce cône sur un marché des antiquaires en 1996. Donc, son origine demeure vague. Il aurait été découvert dans les Alpes du Nord, en Allemagne ou en Suisse, et daterait d'environ 800 ans avant Jésus-Christ. Il viendrait donc de la culture des champs d'Urne. La culture des champs d'Urne domine l'Europe centrale de 1300 à 750 avant Jésus-Christ. On les appelle ainsi car ils pratiquent l'incinération et enterrent leurs morts dans des urnes, dans des nécropoles. On a retrouvé des champs entiers d'urnes datant de cette époque. Une théorie veut qu'il s'agisse d'une urne funéraire décorée. Mais les spéculations ne s'arrêtent pas là. Un tas d'hypothèses concernant sa nature ont été émises. Il pourrait s'agir d'un symbole phallique, d'un contenant à flèche ou d'un simple objet décoratif. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'un vase ou du couvercle ornemental d'un objet cérémonial. Mais les archéologues pensent aujourd'hui que la réponse se trouve dans sa taille et sa forme. Quand on regarde l'objet, qu'on le fait tourner, on remarque qu'il a un trou de la taille d'une tête. Les experts en viennent donc à une surprenante conclusion. On pense qu'il s'agit d'un chapeau, tout simplement. C'est aujourd'hui la théorie dominante. Il est surnommé le chapeau d'or de Berlin, puisque c'est à Berlin qu'il est exposé. Mais c'est un chapeau des plus particuliers. Il suggère un niveau de savoir-faire inhabituel pour cette période.
Ce chapeau est un ouvrage fabuleux. Aujourd'hui encore, il serait remarquable de fabriquer un tel objet en or. S'il serait difficile de le fabriquer aujourd'hui, comment des artisans de l'âge du bronze ont-ils pu le fabriquer voilà 3 millénaires? Les analyses chimiques de l'or du chapeau ont révélé que son créateur avait une connaissance très avancée des métaux. Si ce chapeau était en or pur, il ploierait sous son propre poids vu la finesse de ses parois. Pour pallier cela, son créateur a mélangé l'or à d'autres métaux. L'alliage contient 9,8% d'argent, 0,4% de cuivre et 0,1% d'étain. Cela le rend bien plus solide et rigide et lui permet de tenir debout. Ces orfèvres savaient ce qu'ils faisaient. C'est quasiment le ratio que l'on utilise pour l'or à 22 carats aujourd'hui. Cela représente beaucoup de travail pour un simple chapeau. Une analyse de sa structure révèle une chose encore plus étrange. À la radiographie, on a constaté qu'il n'y avait aucune soudure sur le chapeau. Donc l'objet a été fabriqué avec un seul morceau d'or. L'alliage d'or a été travaillé à un degré extraordinaire. Cela est possible car l'agencement des atomes de l'or le rend particulièrement malléable. Il peut être façonné comme aucun autre métal. Quand on frappe l'or sur une surface plane, on peut arriver à une très fine feuille d'or, épaisse de seulement quelques atomes, si fine qu'on peut voir la lumière à travers. Ce qui explique la structure délicate du chapeau. L'unique feuille d'or à partir de laquelle est faite ce chapeau fait l'épaisseur de quelques feuilles de papier. Ce qui signifie que l'or utilisé faisait la taille d'un cube grand comme ça. Il s'agit là d'une prouesse incroyable pour un artisan de l'âge du bronze. Mais ce n'est pas tout. Chacun des 2000 symboles a été travaillé individuellement. Le chapeau a probablement été fait en utilisant les techniques du repoussé et de la ciselure. Le repoussé consiste à créer une forme brute sur un moule et à marteler l'or à l'envers afin de créer le relief du dessin. Vient ensuite la ciselure qui consiste à utiliser de fins ciselets pour ajouter les détails raffinés sur le dessus. Finir une telle pièce a dû prendre des mois. Pourquoi consacrer cette précieuse ressource et tous ces efforts à la création d'un chapeau? Serait-ce plus qu'un simple chapeau? Une analyse détaillée de ces décorations suggère que le chapeau d'or de Berlin n'est pas un simple couvre-chef. Les experts pensent que certains symboles représentent le soleil et d'autres la lune. Ce qui les amène à une conclusion étonnante. Le chapeau d'or de Berlin serait peut-être un calendrier céleste, capable de prédire l'avenir. Les hommes de l'âge du bronze qui l'ont fabriqué utilisent les phases de la Lune pour compter les mois et le cycle annuel du Soleil pour compter les années. Ce qui est problématique pour eux. Le cycle lunaire et le cycle solaire ne s'accordent pas très bien. 12 cycles lunaires ne font pas un cycle solaire. La Terre met 365 jours et quart à faire le tour complet du Soleil, tandis que la Lune met 29 jours et demi à faire le tour de la Terre. Donc 12 mois lunaires comptent 11 jours et demi de moins qu'une année. Quand on se fie au Soleil et à la Lune pour savoir quand planter, récolter ou chasser, c'est un problème. Le décalage entre les deux calendriers augmente un peu plus chaque année. En 432 avant Jésus-Christ, l'astronome grec Méton a observé qu'il fallait 19 ans pour que le cycle lunaire soit à nouveau synchronisé avec le cycle solaire. Il a donc cherché une solution. Les Grecs anciens ont décidé d'intégrer le cycle métonique pour ajouter un mois lunaire à cette année sur les 19 où les deux calendriers étaient désynchronisés. Cela permet de maintenir une certaine harmonie entre les deux calendriers, jusqu'à ce qu'ils s'alignent à nouveau.
tous les 19 ans. Ce qui épate les archéologues, c'est que les symboles sur le chapeau d'or fournissent un moyen d'effectuer ce même calcul pour corriger le décalage. Cela semble être une indication de référence croisée entre les calendriers lunaires et solaires. Il semble qu'il maîtrisait parfaitement les deux calendriers. Les astronomes appellent ça une intercalation. Ce qui est fascinant, c'est que le chapeau date de 500 ans avant la découverte de métaux. Si cette théorie concernant le chapeau est correcte, cela signifie qu'un peuple considéré comme primitif avait une compréhension détaillée des cycles astronomiques. Pour pouvoir faire ce calcul, ils ont dû faire des observations minutieuses durant de longues périodes. Cela montre une sophistication inattendue. Ce serait une affirmation étonnante si elle se basait sur une seule relique. Mais le chapeau d'or de Berlin n'est pas seul. Il existe 3 autres objets similaires. 2 d'entre eux viennent de Schifferstadt et Nuremberg en Allemagne, et le 3e vient de Poitiers, en France. Les motifs des autres chapeaux n'ont pas encore été étudiés. Mais ils sont organisés en séquences comparables. Donc on suppose qu'ils ont une fonction similaire. Il y a 3000 ans, un tel niveau de connaissance astronomique devait paraître magique. Nous avons là un objet qui permet de prédire l'avenir au regard du Soleil et de la Lune. Il permet de communiquer avec des forces surnaturelles. Voilà qui évoque aussi bien la religion que l'astronomie. Quand on étudie les civilisations passées, il faut avoir en tête que la religion et la vie de tous les jours étaient indissociables. Elles étaient imbriquées l'une dans l'autre. Votre bonheur spirituel avait un effet direct sur le succès de votre récolte, le bonheur de votre famille et la sécurité de votre communauté. Si ce chapeau est un indicateur surnaturel de l'avenir, fait-il aussi partie de la vie religieuse? Et dans ce cas, qu'est-ce qui est vénéré? Au sommet du chapeau se trouve une étoile à 8 bras. Certains archéologues pensent qu'elle représente le Soleil. Ce qui est très important, car dans l'Antiquité, la vénération du Soleil était courante. Les dieux du Soleil sont vénérés dans le monde entier, à travers l'histoire. Dans le shintoïsme, il y a Amaterasu, la déesse du Soleil, dirigeante de l'univers. La tribu des Lozi, en Zambie, considère ces rois comme les descendants directs du dieu Soleil et de la déesse Lune. Et aux environs de l'an 1340 avant Jésus-Christ, l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité est elle aussi devenue adoratrice du Soleil. À une période de l'Égypte antique, le dieu Soleil a été érigé au-dessus de tous les autres dieux, et le culte lui était complètement dédié. Ce dieu s'appelait Aton. Il fut créé par le pharaon Akhenaton, qui bâtit d'immenses temples du Soleil, et fonda même une ville dédiée entièrement au dieu Soleil. Les cultes du Soleil étaient aussi répandus en Europe. Donc ce serait cohérent avec ce que l'on sait. Que le chapeau d'or de Berlin soit porté par une figure vénérée, comme le grand prêtre d'un culte du Soleil. Une personne sainte ou un chef capable d'interpréter le sens et l'importance de ces inscriptions. Cela aurait confié à cette personne d'immenses pouvoirs. Le pouvoir de prédire l'avenir astronomique, peut-être quand semer les cultures, quand récolter, etc. Avoir ce genre de connaissances au sein de ces civilisations aurait donné beaucoup de pouvoir. Le chapeau d'or de Berlin modifie notre compréhension de la vie en Europe à l'âge du bronze. Il suggère que cette civilisation était très sophistiquée, capable de faire des observations scientifiques sur des décennies, voire des siècles. Connaissons-nous maintenant l'histoire complète de cet objet incroyable? Peut-être pas. 4 chapeaux d'or ont été trouvés à ce jour.
Mais il existe des preuves tangibles qu'il y en aurait d'autres. Lorsque le chapeau d'or de Schifferstadt est découvert en 1835, il semble avoir été volontairement enterré debout à côté de haches de l'âge du bronze. Cette association des haches et du chapeau aurait un lien avec un tombeau de la même époque découvert à des centaines de kilomètres de là, en Suède. Il y a une double sépulture près du village de Kivik, appelée la tombe royale. Le site date de 1400 avant Jésus-Christ, ce qui correspond à l'âge du plus vieux des chapeaux d'or, celui de Schifferstadt. Dans ce tombeau se trouvent des stèles sur lesquelles sont gravées des scènes évoquant des rituels religieux. Depuis la découverte du tombeau en 1835, une de ces stèles a disparu. Mais des croquis datant des fouilles révèlent un dessin familier. Au milieu de cette dalle se trouve quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à un chapeau en or entouré de 2 haches. L'agencement présente une ressemblance frappante avec la sépulture de Schifferstadt. Cela laisse penser qu'un chapeau pourrait se trouver à proximité, attendant d'être découvert. Qui sait? Cela nous permettra peut-être de parfaire notre compréhension de ce magnifique et mystérieux objet. Durant l'été 2013, le professeur Timothy Cove, de l'Université du Maryland, reçoit un colis contenant un cube noir de 5 cm, étonnamment lourd, accompagné d'un message. Il est écrit sur une note manuscrite, saisie en Allemagne sur le réacteur nucléaire qu'Hitler a tenté de construire. Cadeau de Nininger. Qu'est-ce que cet étrange cube? Pourquoi a-t-il été envoyé à un professeur du Maryland? Hitler avait-il vraiment un programme atomique? A-t-il tenté de fabriquer une bombe atomique nazie? Provient-il vraiment d'un réacteur nazi? Grâce aux nouvelles techniques, il est possible d'examiner cet étrange cube dans ses moindres détails, afin d'en percer tous les secrets. Il fait environ 5 cm de côté et est de couleur noire anthracite. Il a des trous, des imperfections et des encoches. Il pèse plus de 2 kg, ce qui est beaucoup pour un objet d'une si petite taille. Un seul matériau répond à ces critères: l'uranium. Il est de notoriété publique qu'Hitler rêvait d'avoir la bombe atomique. Il ne fait aucun doute que si Hitler avait eu l'arme atomique, il l'aurait aussitôt utilisée. Ce petit cube fait-il partie du projet? L'uranium a une propriété particulière, indispensable à la fabrication d'une bombe atomique. Il est radioactif. Cela signifie qu'il y a tellement de particules subatomiques dans son noyau que c'est à peine stable et qu'occasionnellement, de petits amas de particules subatomiques sont libérés sous forme de radiation. Ce qui rend ce cube spécial, c'est qu'il n'est pas constitué uniquement d'uranium brut. Il est évident que ce petit cube a été transformé. Il a été raffiné à partir de minerais d'uranium et présente des marques indiquant qu'il a été moulé. Donc c'est clairement un objet fabriqué par l'homme. Mais s'agit-il d'un cube nazi? L'étude commence par l'analyse de sa composition chimique. Quand on regarde sa composition, il est en uranium pur. Il n'a pas été enrichi. La partie la plus radioactive de l'uranium pur est l'isotope U-235. Mais il ne compose qu'1% du matériau. On enrichit l'uranium pour accroître la quantité d'U-235 radioactif. La quasi-totalité de l'uranium utilisé aujourd'hui est enrichie. Cela nous donne une bonne idée de la date d'origine du cube, parce que nous avons vraiment commencé à manipuler l'uranium vers la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Il s'agit donc d'uranium datant de la Seconde Guerre. Mais si Hitler dispose du matériau brut pour fabriquer une bombe nucléaire, pourquoi ne l'utilise-t-il pas? À moins qu'il ne l'ait fait. En décembre 1938, dans un laboratoire berlinois, les chercheurs allemands Otto Hans et Fritz Strassmann découvrent quelque chose qui changera le monde à jamais. La fission nucléaire. Ils y sont parvenus en projetant des neutrons sur des noyaux d'uranium. Au lieu d'être juste un peu ébréché, il se divisait en deux autres éléments, le césium et le barium. Si cette découverte est la genèse de l'arme la plus dangereuse au monde, c'est que le poids de ces deux éléments cumulés est inférieur au poids de l'uranium d'origine. De la masse a disparu. Ce qui se passe, c'est qu'une partie de la masse initiale du noyau, au lieu de se répartir dans la masse des deux fragments, est convertie en énergie. Et cette masse infime produit une énorme quantité d'énergie. En trouvant une façon d'entretenir ce procédé, on peut construire une bombe. Cette découverte est une boîte de Pandore. Elle arrive à un moment critique de l'histoire. Le timing de cette découverte est crucial. L'Allemagne est sous le joug d'Adolf Hitler. Des projets d'invasion de la Pologne sont élaborés. Le monde est au bord de la guerre. Et c'est en ces temps extrêmement tendus qu'apparaissent les prémices de l'arme la plus puissante jamais développée par l'homme. Et le plus grave, c'est que les premiers dans la course au développement de cette arme sont les nazis. En septembre 1939, la guerre éclate et le gouvernement nazi met sur pied le projet Uranium. Il regroupe de grands savants, dont Werner Heisenberg, un des pères de la physique quantique. Heisenberg et son équipe de scientifiques se retrouvent dans un lieu digne d'un film hollywoodien. Un laboratoire secret caché sous un château médiéval en bordure de la forêt noire. Sous le château de Haigerloch, dans le sud-ouest de l'Allemagne, l'équipe d'Heisenberg commence la construction de ce qu'Heisenberg appelle sa machine à uranium. Elle est composée de centaines de mini-cubes d'uranium pur. Il s'agit en fait d'un réacteur nucléaire, la première étape dans la création d'une bombe atomique. Quand la fission de l'uranium a lieu, cela libère des neutrons. Et les neutrons sont aussi les particules qui provoquent la fission. À chaque fois qu'un atome d'uranium se scinde, il produit plusieurs neutrons. Chacun d'eux va permettre la scission d'un autre atome d'uranium, créant ainsi une libération d'énergie de plus en plus importante. Les physiciens ont vite compris qu'ils avaient entre leurs mains un processus autonome de réaction en chaîne. La quantité d'uranium nécessaire à cette réaction en chaîne est appelée la masse critique. Ils ont donc mis au point un protocole pour diviser cette masse critique d'uranium en petits cubes. L'agencement des cubes fait penser à un chandelier macabre. Le grossissement et la rotation du cube révèlent des encoches au milieu des deux arêtes, qui correspondent parfaitement au câble utilisé pour suspendre les cubes d'Heisenberg. Il s'agit donc bien d'un cube nazi. Mais alors, pourquoi les nazis n'ont pas construit l'arme ultime ? La raison est simple. Ils ont manqué de temps. Le 27 avril 1945, les Alliés ont progressé suffisamment en Allemagne pour s'emparer du site de l'expérience. Les scientifiques sont faits prisonniers et leur équipement saisi. 3 mois plus tard,
Le projet Manhattan prouve combien la bombe atomique est dangereuse. Le 16 juillet 1945 a lieu le premier essai nucléaire baptisé Trinity. Le monde ne sera plus jamais le même. Oppenheimer, qui dirigeait le projet, a d'ailleurs cité le poème épique hindou Bhagavad Gita « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Finalement, la victoire de l'Amérique dans la course à l'exploitation du pouvoir mortel de l'atome sera décisive. Mais les nazis étaient-ils proches de gagner cette course? Des scientifiques américains analysent le cube, à la recherche de traces de nouveaux éléments produits par la fission de l'atome d'uranium. Quand on analyse le cube, on ne trouve que de l'uranium. Il ne contient pas de césium. Ils ne sont donc pas allés jusque-là. La machine d'Eisenberg n'a jamais fonctionné. Pourtant, le projet Manhattan crée un réacteur nucléaire fin 1942. Pourquoi les nazis n'ont-ils pas réussi? Cela peut s'expliquer par les effets de la guerre. Berlin était sous les bombes et il a été décidé d'évacuer tout l'uranium vers le sud. De plus, l'idéologie nazie a provoqué une fuite de cerveau massive. À cette époque, beaucoup de brillants physiciens avaient quitté l'Allemagne pour les États-Unis. Ironie du sort, beaucoup se retrouvent à travailler sur le projet Manhattan. Mais peut-être que le plus gros problème des nazis, c'est qu'ils sont adeptes de la concurrence à outrance. Heisenberg n'était pas le seul à travailler sur l'uranium. Il avait un rival appelé Kurt Diebner, qui travaillait sur un tout autre projet. C'était un problème. Leurs ressources et leurs énergies étaient divisées. Et il y avait une rivalité entre les deux groupes. De nouveaux documents déclassifiés ont révélé que sans cette rivalité, la course à la bombe atomique nazie aurait pu avoir une toute autre issue. En examinant les archives, on a réalisé qu'il y avait environ 660 cubes sur le site d'Eisenberg et 400 sur l'autre site. On estime que pour faire fonctionner un réacteur, il en fallait 1 millier. Autrement dit, ils avaient les ressources en uranium nécessaires pour faire fonctionner un réacteur nucléaire. Et c'est la décision de répartir les cubes sur différents sites qui les a empêchés d'y parvenir. Deux questions demeurent. Comment un cube nazi s'est retrouvé sur le bureau d'un professeur d'université du Maryland? Et qui était Nininger? Les documents déclassifiés montrent que les cubes ont été expédiés aux États-Unis. C'est là que Nininger entre en jeu. C'était un des cadres du projet Manhattan et c'est lui qui a réceptionné ces cubes. Nous savons qu'ils sont passés par son bureau. Nininger est mort en 2004 et d'après sa femme, il aurait donné le cube à un ami, qui l'aurait ensuite donné à un ami et ainsi de suite. C'est ainsi que le cube a fini par atterrir sur le bureau d'un physicien du Maryland. Si l'histoire avait pris un tournant différent, ce cube de 5 cm aurait pu être la première étape vers la victoire des nazis dans la course à l'arme nucléaire. Au lieu de ça, il a fini en presse-papier. Dans une armoire verrouillée du Musée des Sciences de Londres, se trouve une pièce de génie mécanique vieille de 290 ans. Cette machine incroyable a pour vocation d'aider à la création d'empires et à l'acquisition de richesses inimaginables. Des profits énormes. Vraiment considérable. Une nouvelle façon de gagner de l'argent qui va supplanter toutes les autres façons de gagner de l'argent. Pour comprendre pourquoi, il faut l'examiner. Voici
H1. C'était révolutionnaire. En 1736, H1 est l'horloge la plus sophistiquée de la planète. Elle fait un peu plus de 60 cm de haut et son mécanisme est en laiton, bronze et acier. Elle ne ressemble à aucune autre horloge. Sa face ornée a 4 cadrans, avec d'étranges aiguilles à double extrémité. Son mécanisme se meut avec une grâce surnaturelle. Et à l'intérieur, certains de ses composants sont en bois tropical rare. Elle semble presque vivante. Ces mécanismes font d'elle une des horloges les plus précises de la planète. Une horloge destinée à changer le monde. Qui l'a fabriquée? Dans quel but? Comment une machine peut-elle être aussi importante? H1 est créé avec 2 objectifs en vue, le pouvoir et l'argent. En fait, au début du XVIIIe siècle, les Européens cherchent un moyen de dominer le monde. Ils pensent pouvoir tout s'approprier. La seule concurrence vient d'autres Européens. Le reste du monde est à portée de main et ils comptent bien s'en emparer. Les Européens préfèrent appeler cette période l'âge d'or de l'exploration. Celui-ci repose sur une chose, les navires. L'Europe dispose de navires plus gros, plus rapides et plus robustes qui permettent de faire de grandes traversées, résistent aux tempêtes et peuvent transporter de grosses cargaisons. C'est ce qui leur a ouvert le monde. Mais naviguer sur les océans peut très mal tourner. Des erreurs dans le calcul de la position du bateau provoquent des échouages. Ce qui finit rarement bien pour le navire. Entre 1664 et 1714, ce sont 27 navires qui sont perdus à cause d'erreurs de navigation. Perdre un navire est une catastrophe. Cela représente une énorme perte financière. On sait qu'au moins l'un d'eux avait un chargement d'une valeur d'1 milliard d'euros. Le pays qui pourra mettre fin à cela en réglant le problème de la navigation aura toutes les cartes en main pour dominer le commerce international et bâtir son empire. Le gouvernement britannique veut gagner cette course. C'est pourquoi, en 1714, il offre 20 000 livres pour une solution. L'équivalent de quasi 5 millions d'euros aujourd'hui. C'était une grosse somme d'argent, et ce n'était pas très contraignant. Il suffisait de trouver une solution, quelle qu'elle soit. Si elle était jugée crédible, elle était testée. Et si ça marchait, c'était le pactole. L'horloger John Harrison veut gagner ce prix avec H1. Son engin est un concentré de mécanismes les plus sophistiqués au monde, car maîtriser la navigation est très difficile. Bien qu'on soit sur une sphère, on peut voir les choses avec des coordonnées X et Y. Le nord et le sud donnent la latitude, et l'est et l'ouest la longitude. La latitude s'obtient facilement d'après la position du Soleil ou des étoiles. H1 est créé pour déterminer la longitude, qui déroute les navigateurs depuis des millénaires. L'expression « découvrir la longitude » était devenue une façon de dire que quelque chose était impossible. Pourtant, les principes de base ne semblent pas si complexes. On établit la longitude en traçant des cercles passant par les pôles tout autour de la Terre et en divisant la Terre en degrés. Cela ressemble un peu au quartier d'une orange. Et mesurer la longitude est une question de temps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi midi à New York arrive 5 heures plus tard que midi à Londres? C'est le temps qu'il faut à la Terre pour tourner, afin que le Soleil qui était au-dessus de Londres arrive au-dessus de New York. Pour que les mesures soient précises, la longitude est divisée en 360 degrés. Chacun de ces degrés représente 60 000 nautiques. C'est donc la relation entre le temps et le lieu. Toutes les 4 minutes, la Terre tourne d'1 degré. Donc, si l'on connaît l'heure à un endroit fixe, appelé le méridien d'origine, et que l'on sait à combien de temps du méridien tombe midi là où on se trouve, on peut calculer la longitude. Tout ce dont on a besoin pour déterminer la longitude, c'est l'heure au méridien d'origine quand on est en mer. Et c'est à ça que sert H1.
Mais Harrison n'est pas le seul à vouloir la récompense. Les gens avec des idées originales pour résoudre le problème de la longitude n'ont pas manqué. Quelqu'un a suggéré que l'on ancre des bateaux en ligne sur toute la largeur de l'Atlantique. Il y aurait un signal horaire, on tirerait alors au canon, et le son produit fournirait une ligne de base à partir de laquelle les bateaux naviguant sur l'océan pourraient se repérer. Si l'idée peut paraître bonne sur le papier, elle se heurte à la réalité. Déjà, le milieu de l'Atlantique est profond. On ne peut pas s'y ancrer. Le fond est à des kilomètres. Les navires auraient dérivé. Cette idée délirante a remporté une grande adhésion à l'époque. Mais les marins savaient que c'était de la folie. H1 est une solution bien plus fiable. Mais pour gagner, il faut qu'elle conserve une heure parfaitement exacte. Pour remporter le prix, elle ne devait pas gagner ou perdre plus de 3 secondes par jour. Les horloges précises existent, mais elles fonctionnent avec un balancier qui a besoin d'être dans un environnement parfaitement stable. Tout l'inverse d'un bateau. Un navire du XVIIIe siècle est probablement le pire endroit où tester une horloge à balancier, aussi précise. Ces navires affrontent des tempêtes, subissent des balancements, ils montent et descendent. Les températures passent de tropicales à glaciales. Un mécanisme de précision ne peut pas tenir. C'était ça le défi. Cela paraît impossible. Et c'est sûrement la raison pour laquelle la récompense est si importante. Pourquoi Harrison pense-t-il être celui qui peut résoudre un problème qui a préoccupé les hommes pendant des millénaires? Harrison n'est pas un amateur. C'est un horloger connu pour fabriquer des pièces d'horlogerie très pointues. Et Harrison n'est pas seulement un mécanicien talentueux. Harrison va au-delà des techniques de fabrication de l'horloge. Il réfléchit profondément aux principes scientifiques et à la conception, à tout ce qui est nécessaire pour améliorer la précision du système. Pour comprendre le génie de Harrison, il faut regarder à l'intérieur de H1. Le premier gros problème quand on veut embarquer de l'horlogerie précise en mer, c'est que le balancier oscille et le navire en fait autant, ce qui peut perturber le mouvement du balancier. Et ce balancier est ce qui permet de faire marcher le chronomètre. Harrison a donc une idée qui peut paraître contre-intuitive. Il installe 2 balanciers dans l'horloge, l'un à côté de l'autre et qui pivotent au centre. Ils ont des petits poids en haut et en bas et bougent dans des sens opposés. Résultat, quand le navire bouge et se balance d'un côté, cela impacte un des balanciers. Mais le deuxième contrebalance, donc ensemble, ils annulent le mouvement du bateau. L'autre ennemi de Harrison est la friction. La friction est un sacré problème, car quand 2 choses frottent l'une contre l'autre, ça les ralentit. Elles se gênent et se bloquent. Les horlogers utilisent généralement de l'huile pour réduire la friction par lubrification. Mais c'est un problème pour H1. Lorsque l'huile refroidit, elle s'épaissit. Et lorsqu'elle se réchauffe, elle se fluidifie. Cela peut entraîner des erreurs dans le mécanisme de l'horloge. Pour résoudre ce problème, Harrison a une idée contre-intuitive. Il utilise du bois. Ça peut surprendre qu'on utilise du bois dans une horloge de précision, mais c'est le matériau idéal. Il utilise du bois pour que l'horloge se lubrifie elle-même, sans la moindre goutte d'huile. Il fabrique les pièces sur lesquelles les mécanismes s'emboîtent à l'aide d'un bois massif tropical appelé gaillac. Le gaillac transpire une sorte d'huile. Donc il est constamment enduit d'une couche luisante qui provient du bois lui-même. Cela permet à l'horloge de tourner sans ajout d'huile. Le premier chronomètre marin contient plusieurs innovations révolutionnaires. Harrison met 5 ans à perfectionner le tout pour obtenir une horloge. H1. Celle-ci a 4 cadrans. Celui du bas indique le jour, à droite se trouve celui des heures, dont la double aiguille fait un tour en 24 heures. Le cadran de gauche indique les minutes.
Son aiguille également double fait un tour en 2 heures. En haut, l'aiguille des secondes fait un tour en 2 minutes. H1 ne ressemble à aucune autre horloge. Mais cela suffira-t-il pour gagner? En 1736, Harrison emporte H1 pour la tester sur un voyage aller-retour vers Lisbonne. Ils descendent la Tamise et prennent la direction de Lisbonne. Cela se passe très mal. Le temps est épouvantable. Harrison est très malade et ne peut pas s'occuper de son horloge. Alors arrivé à Lisbonne, l'horloge n'a pas fait des merveilles. Le bébé de Harrison n'a pas rempli sa mission. Mais après une petite révision, les choses s'améliorent considérablement sur le voyage retour. Harrison n'a plus le mal de mer. Le temps est moins chaotique qu'à l'aller et il peut s'occuper de H1, qui semble remplir brillamment son rôle. Alors qu'ils approchent de la Grande-Bretagne, le capitaine est persuadé d'apercevoir Start Point. Start Point est près de Plymouth, sur la côte sud de l'Angleterre. Mais d'après H1, il s'agit de Lizard, le point le plus au sud du pays, situé à 100 km plus à l'ouest. Et Harrison a raison, car son horloge est ultra précise. Le problème de la longitude a été résolu. H1 a prouvé que l'on pouvait naviguer et parvenir à calculer la longitude à l'aide d'une horloge. Ayant prouvé que H1 fonctionne, Harrison peut prétendre à la récompense. Pour cela, il suffit que H1 fasse un voyage jusqu'aux Caraïbes pour prouver qu'elle fonctionne sur longue distance. Mais ce voyage n'aura pas lieu. Pas à cause de l'horloge, mais de son créateur perfectionniste. C'est Harrison qui a renoncé. Il a dit qu'il souhaitait améliorer son horloge, qu'elle pouvait faire mieux. C'est lui qui ne la considérait pas assez au point. Harrison passe 5 ans à améliorer H1, qui devient H2. Mais il abandonne celle-ci avant même de la tester pour en faire une version encore plus parfaite, H3. H3 demandera 19 années supplémentaires de conception et de fabrication. Et ne sera pas non plus à son goût. H4 est achevé en 1761, soit 31 ans après que Harrison a commencé à travailler sur H1. Le fils de Harrison embarque avec H4 pour un voyage de 81 jours. À son terme, le décalage n'est que de 5 secondes, ce qui est 30 fois mieux que ce qui était requis pour obtenir la récompense. Harrison reçoit sa récompense à l'âge de 80 ans. Il meurt 3 ans plus tard. Il ne saura jamais que les chronomètres marins sont devenus la référence absolue en matière de navigation maritime. Tout a commencé avec cette horloge, la remarquable H1. Et même si elle n'est plus utilisée, presque 300 ans après sa fabrication, H1 continue de fonctionner.